On m'a donc demandé de parler des femmes dans la médecine. Alors c'est un vrai problème, les femmes dans la médecine. Je veux dire pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas, ou il y en a très peu. Il y en a très peu, et quand j'ai écrit le livre sur l'histoire de la médecine en général, ben, le nombre de femmes qui ont laissé leur nom dans l'histoire de la médecine est relativement modéré. Les 2 mains suffisent pour les compter. Alors il y a un problème là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une chose, eh bien, que vous allez facilement comprendre, qui est liée au pouvoir médical et au pouvoir masculin. Parce que, à l'époque, alors revenons vraiment en arrière, à l'époque des cavernes, nous sommes au paléolithique. Qui s'occupe de soigner les gens? Eh bien, on sait que c'était les femmes qui soignaient les gens. Pourquoi? Ben parce qu'on a retrouvé chez les Néandertaliens, pas vieux là, à 40 000 ans avant Jésus-Christ, on a retrouvé des squelettes de femmes, avec à côté de ces squelettes, des sacs faits en peau de loutre. Pourquoi loutre? Parce que c'est imperméable. Et à l'intérieur, des petites alvéoles dans lesquelles, tiens, c'est bizarre, on trouvait des graines, alors de sarriette par exemple, des graines de poivre, pas grave. Puis à côté, vous trouviez de la belladone, vous trouviez des tas de substances extrêmement médicales, voire toxiques, et des champignons. Autrement dit, il est très vraisemblable que ces femmes avaient, par empirisme, connaissaient le rôle de ces herbes et les utilisaient déjà, ce qui leur donnait un pouvoir au niveau du clan, vous imaginez. Et puis, ce pouvoir au niveau du clan, ben, elle l'avait aussi parce que c'est elle qui présidait aux accouchements, à tous les problèmes d'obstétrique. Comment elle faisait, personne n'en sait rien, évidemment. Une mortalité qui devait être quand même très très importante. Et puis aussi, elle communiquait pour guérir avec les esprits. Et communiquer avec les esprits, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir eh bien, que manifestement, on ne pouvait pas laisser aux femmes. C'est-à-dire qu'à partir même du néolithique, à partir des civilisations qui se rassemblent, l'Égypte, la Grèce, eh bien, on crée des dieux, il y a des mythologies qui se créent, et bien entendu, on crée des prêtres. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de femmes comme prêtres, mais enfin, rapidement, les hommes ont pris le pouvoir, parce que ça entraînait réellement un pouvoir sur l'ensemble des populations. Et donc, les femmes ont été progressivement écartées, non pas éliminées. Hein. En Égypte ancienne, il y a des femmes qui sont médecins, on le sait, on a retrouvé des hiéroglyphes qui le prouvent. Et puis, on arrive à la Grèce antique, c'est proche de nous la Grèce antique. Eh bien, Hippocrate il dit les femmes, elles s'occupent éventuellement de l'obstétrique, c'est-à-dire des enfants, d'accouchement, mais c'est tout. C'est tout. Sauf une histoire que je vais vous raconter maintenant. Elle se passe 3 siècles avant Jésus-Christ. Juste après la conquête d'Alexandre le Grand, vous voyez, ça se passe dans une famille d'Athènes, famille praticienne d'Athènes, des gens très, très évolués. Il y a une jeune fille qui s'appelle Agnodis. Et cette Agnodis, je pourrais avoir la première diapo. Et cette Agnodis, alors comment j'ai découvert Agnodis? Ben, un jour, j'étais en première année de médecine. Je poireautais pour passer la colle d'ostéologie devant la faculté qu'on appelle la nouvelle faculté, 45 rue Saint-Père. Nouvelle faculté, enfin bon, elle a quand même été ouverte en 54. Hein. Donc, c'est toujours une nouvelle faculté. Donc, et là, il y a des médaillons tout autour qui décorent la façade. Tous passés devant, vous avez vu ces médaillons. Et il y a un médaillon, et je vois une femme nue sur le médaillon. Mon œil est attiré. Et donc, je regarde et je vois Agnodis, femme médecin devant l'aréopage. Oui, et des vieux barons qui la regardent à poil comme ça, sur le médaillon. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut absolument que j'en sache plus. Et donc, je plonge dans l'histoire d'Agnodis. Il y a longtemps déjà, parce que j'étais en première année de médecine, il y a quelques temps. Donc, et je plonge dans l'histoire d'Agnodis. Et Agnodis, nous sommes 3 siècles avant Jésus-Christ, Agnodis dit à son père, « Père, je veux devenir médecin. » Et son père lui dit, mais ma fille, c'est pas possible. À Athènes, les femmes ne sont pas médecins, c'est interdit. On interdit aux femmes d'être médecins, seuls les hommes peuvent être médecins. Elle dit, eh bien écoutez père, je vais me déguiser en homme. Ah, le père, bien sûr, et elle demande à son esclave de lui couper les cheveux, donc elle avait des cheveux courts, elle demande des bandages pour cacher sa poitrine,
Et puis, comme les garçons et les filles à Athènes portent le même costume qu'on appelle le chiton, qui est en fait deux pièces de tissu l'une sur l'autre assemblées aux épaules, et les garçons, les filles les portent long, hein, ils descendent jusqu'aux chevilles, et les garçons, ils le portent court, c'est-à-dire qu'ils mettent une ceinture pour dégager leurs jambes. Top, elle prend son temps. Et hop, elle met sa ceinture. Elle dit, voilà, je suis un garçon, et maintenant je m'appelle plus aîné, je m'appelle Miltiade. Ah bon? Son père lui dit, mais écoute ma fille, c'est pas possible que tu fasses des études à Athènes, on est beaucoup trop connus, nous sommes des familles les plus importantes d'Athènes. Mais j'ai une idée, dit le père, il paraît que dans la nouvelle cité qu'a créée Alexandre le Grand, à Alexandrie, donc, en Égypte, il y a une école de médecine qui vient de se créer avec des savants qui la font fonctionner. Et en effet, il y a un homme que tout le monde connaît parmi les médecins, qui s'appelle Hérophile. Hérophile de Chalcédoine, qui est quand même celui qui invente l'anatomie, qui le premier va faire des dissections humaines. Et on n'a jamais fait de dissection humaine avant Hérophile. Et il fait des dissections humaines. Alors, ça vous plairait peut-être pas trop savoir comment il faisait les dissections humaines. Il demandait des condamnés à mort et il les incisait en vivisection. Hein. Il ne faisait pas d'anesthésie pour être sûr de bien voir ce qu'il y avait à voir. Mais enfin bon, il fait quand même un très gros travail d'anatomie avec un de ses copains qui s'appelle Érasistrate. Et pendant 60 ans, là, il va y avoir un moment dans l'histoire de la médecine où il y a des gens qui vont faire des dissections humaines. Après, on n'en fera plus. Avant, on n'en faisait pas. Donc, c'est un moment très particulier. Et là, il a créé une école de médecine qui est déjà très réputée. On y vient de toute la Méditerranée. Et Miltiade, donc, Agnodice Miltiade, arrive à Alexandrie auprès de ce maître prestigieux. Et elle écoute ce que dit ce maître prestigieux qui connaît très bien, qui connaît presque parfaitement toutes les maladies des femmes, qui connaît aussi tout ce qui se passe au moment des problèmes de l'accouchement. Et donc, il apprend, et ça, elle trouve ça formidable, elle dit c'est extraordinaire. Et pendant 3 ans, elle va rester auprès de lui. Et elle va passer les examens qu'il faut passer, parce qu'on passe des examens à Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et elle sort première, majeure. Elle revient à Athènes, et un nouveau jeune médecin s'installe à Athènes. Il est joli, il est beau ce jeune médecin, il a une bonne petite mine, il fait plaisir à tout le monde, les femmes le trouvent sympathique, elles vont le voir, vraiment il est bien, et surtout il a un contact extraordinaire avec tout le monde, et puis il est très bon. Il n'a pas de mal à être très bon, je vais vous dire franchement, parce que se chargeait à l'époque des accouchements des sages-femmes qui n'étaient pas franchement toujours très instruites et pas tellement formées. Alors quand tout se passait bien, mais dès qu'il y avait un problème au moment d'un accouchement, elles ne prenaient pas les bonnes décisions et très souvent c'était des catastrophes. On estime que la mortalité infantile est quand même entre 50 et 70%. Et ce, dans les familles les plus aisées. Ce qui veut dire que dans les pauvres gens qui habitent dans la campagne, la mortalité devait être vraiment très très importante. Et grâce à notre nouveau gynécologue accoucheur, eh bien on a des résultats qui augmentent. Les femmes viennent le consulter de très loin, tout le Péloponnèse arrive, si bien que ça déclenche quoi? Eh bien, même au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait des jalousies entre confrères. C'est-à-dire que les autres disent, mais c'est pas possible, qui c'est ce mec qui nous pique toute notre clientèle, on va faire quelque chose, puis regardez, avec sa bonne petite mine et tout ça, ça doit être un séducteur, et d'ailleurs, il va sûrement voir les femmes chez elles pour les séduire, et d'ailleurs, elles le font venir parfois en l'absence de leur mari, donc c'est un séducteur odieux, et ça mérite la peine de mort, parce que c'était puni de mort, une chose comme ça, à Athènes, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et que se passe-t-il? Eh bien, c'est que Agnodice, enfin Miltiade, est convoquée devant l'aréopage, devant les archontes. Les archontes, ce sont les juges d'Athènes. Et devant les juges d'Athènes, eh bien, on l'accuse d'avoir séduit ses patientes, ce qui, je répète, était éventuellement passible de la peine de mort. Donc, on ne rigole pas. Et là, Agnodice est merveilleuse, puisque devant les gens qui l'accusent d'avoir séduit les femmes, elle commence, telle une effeuilleuse que l'on peut voir dans certains endroits, à se dévêtir, elle enlève son manteau, elle dégrafe son chitone, et elle apparaît entièrement nue devant les archontes de l'aéropage. Bien entendu, par la force des choses, l'accusation initiale tombait. Mais, pour autant, oui,
tu es une femme et tu as exercé la médecine. Et ça, c'est très grave. Tu vas être puni. On va réfléchir à la sanction qu'on va te donner. Pour commencer, tu n'es plus médecin et tu n'as plus le droit d'exercer la médecine. Voilà la première sentence de l'Aréopage. Oui, mais c'était sans compter sans les Athéniennes. Parce que le lendemain, toutes les Athéniennes, y compris les femmes des archontes, étaient dans la rue faire une manif. Nous voulons Agnodis, nous voulons Agnodis. Et elles envahissent complètement l'agora. L'agora, c'est un peu le forum à Athènes. Elles envahissent l'agora. Et bien, si bien que tout le monde est obligé de prendre ça en compte. Surtout que les gars, ils se disent, en rentrant à la maison, je vais quand même en prendre plein la tête si jamais je ne réagis pas. Parce qu'elles sont furieuses. Laissez-nous celles qui s'occupent de nous correctement, celles qui nous permettent d'être soignés et d'accoucher dans des conditions de sécurité. Si bien que les archontes, 3e siècle avant Jésus-Christ, se réunissent à nouveau et finalement rétablissent à Agnodis son diplôme de médecin et l'autorisation d'exercer la médecine à Athènes. Et l'année suivante même, ils vont autoriser les filles à apprendre la médecine et à devenir médecins. Ça, c'est l'histoire d'Agnodis. Elle est très intéressante, parce que quelque part, c'est tout le combat des femmes qui se trouve réunis, rassemblés dans cette histoire. Alors, il n'y a pas beaucoup plus de détails que ceux que je viens de vous donner, mais enfin bon, c'est un petit peu comme ça que s'est passée la chose, avec, comme très souvent, une personnalité très déterminée qui finit par s'imposer auprès des pouvoirs publics. Bon, c'était, je répète, ça fait quand même 33 siècles. Et l'histoire, eh ben, elle pourrait presque s'écrire aujourd'hui. Aujourd'hui, elle s'écrit d'autant plus facilement qu'il y a quand même 70% des gens en médecine qui sont actuellement de sexe féminin, hein, dans l'inscription. Mais quand moi je me suis inscrit, c'était pas tout à fait le même pourcentage. Alors maintenant, je vais vous raconter une autre histoire, parce que le temps passe et certaines femmes vont s'illustrer par un talent exceptionnel et d'autres vont s'illustrer par le fait qu'elles ont été horriblement défavorisées, même oubliées, et ont subi des avanies pas possibles durant leur carrière. Je vais vous parler d'une femme qui, cette fois-ci, on fait un saut dans le temps, qui vit au Moyen-Âge. Pendant le haut Moyen-Âge, on est aux environs de l'an 1000. Et cette femme, eh bien, elle s'appelle Trotula de Ruggiero. Et elle est italienne, évidemment. Et elle va exercer à Salerne. Alors pourquoi Salerne, c'est tellement important? Alors, je vous fais un petit flashback. On vient parler d'Athènes, et puis le temps passe, et on est au IVe siècle après Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe au IVe siècle? Ben, il se passe une chose absolument incroyable, c'est qu'il se passe un réchauffement climatique. Parce que la Terre, en permanence, elle fait des réchauffements et des refroidissements, hein, c'est pas nouveau. Il se passe un réchauffement climatique. Et ce réchauffement climatique va assécher toutes les steppes d'Asie centrale. Si bien que les Mongols, les Huns et autres Tartares, ils n'ont plus rien pour faire manger leurs troupeaux. Donc, on leur dit, à l'ouest, c'est mieux. Hop, ils partent vers l'ouest. En arrivant vers l'ouest, bah, devant eux, il y a quoi? Il y a les Vandales, il y a les Visigoths, il y a les Ostrogoths, il y a les Burgondes, et hop, ils poussent tout ça devant. Et tout ça va se retrouver où? Bah, au bout du bout, c'est-à-dire en Gaule, c'est-à-dire chez nous. Ah, c'est la razzia. C'est la razzia au cours du 4e, 5e siècle. J'allais dire, il ne pousse plus rien, mais c'est vrai, là où passe le pied d'Attila, vous savez, l'herbe ne repousse pas. Et c'est vrai. Mettez-vous au 5e siècle. Il n'y a pas une pierre l'une sur l'autre. Tous les bâtiments qui étaient en bois ont brûlé. La plupart des gens n'ont jamais vu un livre. Les seuls qui ont encore un tout petit peu de culture, ce sont les prêtres, les évêques, qui commencent à s'imposer, mais très modestement, hein. Ils s'imposent, ils sont plutôt plus locteux que les autres, un peu moins locteux que les autres plutôt, mais c'est les prêtres, c'est tout. Personne n'a jamais rien lu. La plupart des gens ne savent ni lire ni écrire. Et là, il se lève
quand même, on est en Italie, il se lève quand même un espoir dans ce monde de brutes, il se lève un espoir, il s'appelle Benoît de Nursie, et il est le premier finalement à dire « je vais créer un monastère ». Et ce monastère, on va rassembler des hommes, bien entendu, on va rassembler des écrits, on va rassembler et on va créer un hôpital. Pourquoi il veut créer un hôpital? Eh bien, parce qu'il dit, dans l'Évangile, il est écrit vous m'avez visité et vous m'avez soigné et je dois vous le rendre. Et donc, il dit il faut faire un hôpital. Alors pourquoi? C'est un changement complètement de pensée. Parce que les Romains, ils ne sont pas du tout compassionnels. Ils n'en ont rien à fiche des malades. Ça ne les intéresse pas. À Rome, on ne s'intéresse pas aux malades. On ne fait pas d'hôpitaux. Alors si, on permet à des Grecs de venir pour exercer la médecine. On permet à quelques esclaves de venir pour faire les médecins dans les familles. Mais les Romains, ils ne sont pas du tout compassionnels. Quand ça ne va pas, on vous met la tête encore un peu plus bas parce que le Romain, il est fort. Le Romain, il n'est pas malade. Un Romain n'est pas malade. Et là, il y a un gars qui arrive et il dit on va s'occuper des malades. C'est quelque chose de complètement nouveau dans la pensée. Pour vous, ça vous semble normal parce que vous êtes imbibé de pensée judéo-chrétienne. Mais à l'époque, ce n'est pas du tout normal. C'est vraiment une révolution dans la pensée. Et donc, que fait-il? Eh bien, il crée un hôpital. Et à côté de cet hôpital, quelques années plus tard, enfin, pas tout à fait quelques années, 2 siècles plus tard, va se créer une école qui sort un peu comme un champignon sort après les premières pluies d'automne, et qui s'appelle l'école de Salerne, où soi-disant il y aurait eu un grec, un juif qui enseignait en hébreu, le grec en grec, le latin en latin, et il y en a un autre aussi, un arabe qui enseigne en arabe. Les 4 se réunissent pour créer l'école de Salerne. Et là, on va créer une école d'un libéralisme invraisemblable. C'est-à-dire que tout est ouvert, on peut dire n'importe quoi, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de... On a tous les droits, ce qui, là encore, et on est tout près du monastère, du Mont Cassin, créé par Saint-Benoît. Et là, il y a les moines d'un côté, il y a une bibliothèque extraordinaire, et il y a cette école de Salerne avec des femmes qui ont le droit d'être médecins, ont le droit d'enseigner, dont une qui s'appelle Trotula. Alors Trotula, là encore, c'est comme toujours, hein, c'est une fille d'un haut niveau social. Son père et sa mère sont des notables. Elle épouse d'ailleurs un des médecins de cette école de Salerne, un certain Jean Plaetarius, qui était un chirurgien. Elle va avoir 2 enfants, 2 garçons, qui vont être tous les deux des chirurgiens qui vont être renommés. Et elle va se spécialiser, bien entendu, comme toujours, hein, les femmes, parce que là on ne les gênait pas trop, elle ne gênait pas trop plutôt, et on ne les gênait pas trop non plus, eh bien elle va s'occuper des enfants, des accouchements, elle va s'occuper des problèmes des femmes. Mais elle va plus loin que s'occuper des problèmes des femmes, je vous explique un instant, elle va être véritablement la première féministe du Moyen-Âge. Or, que se passe-t-il à Salerne à la même époque? Va arriver un moine qu'on appelle Constantin. Or, Constantin, qu'on va rapidement appeler Constantin l'Africain, il a tout vu. Il sait traduire toutes les langues. Il parle toutes les langues. Il parle aussi bien l'égyptien, qui parle l'arabe évidemment, qui parle l'hébreu. Il a traduit les textes. Il arrive avec des textes, il traduit. Et il traduit tout. Il traduit Galien, il traduit... Enfin, tous les grands auteurs grecs, tous les grands auteurs arabes, il les traduit. Et il commence à enseigner. Et en enseignant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi je viens de ce pays, là, de ceux que vous appelez les infidèles, ben, dans ce pays-là, il y a des hôpitaux. Il y a des hôpitaux où des étudiants viennent au lit du malade avec un professeur qui leur apprend au lit du malade quelles sont les maladies et comment il faut les traiter. Ils avaient inventé le CHU, hein, les Biméristones, ils avaient inventé le CHU. Et les femmes sont médecins aussi. Elles passent les mêmes examens que les garçons. Et elles peuvent exercer absolument comme les garçons. Et donc, il décrit un monde totalement étranger à celui que connaissent évidemment les gens qui vivent à peu près à l'an 1000 dans les pays chrétiens qui sortent à peu près de la bouillasse. Hein. Donc, il dit, mais un pays de cocagne.
car le Moyen-Âge arabe est un Moyen-Âge d'exception, avec des gens très instruits, avec une médecine très sophistiquée, avec en plus des gens, des écrivains, comme le grand Avicenne, bien sûr, mais comme d'autres aussi, comme des grands chirurgiens, comme Abul Cassis. Et puis, il dit, vous savez ce qu'ils font dans ces hôpitaux arabes? Ils savent traiter les aveugles, ils savent opérer la cataracte. Et en effet, ils savent opérer la cataracte, ce qu'on ne sait pas du tout à faire dans les pays occidentaux. Et il raconte tout ça. Alors Trotula est là, elle l'écoute, et il lui dit, vous qui vous intéressez aux problèmes des femmes, regardez ce que Hippocrate a écrit sur les femmes. Il a quand même écrit beaucoup de choses sur les femmes, hein, Hippocrate. Et puis, regardez, Galien, il a décrit tous les médicaments, toutes les herbes qu'il faut en fonction de la période du cycle, en fonction des règles, des problèmes de règles. Il a déjà décrit tout ça. Et Trotula apprend tout ça. Si bien qu'elle aussi, elle fait une clientèle absolument extraordinaire. Elle a une autre qualité. Alors, on va passer la diapo suivante, là. Ça, c'était une représentation tout à l'heure, excusez-moi, je ne l'ai pas passé, voilà, ça c'est Trotula. Elle a une autre qualité, Trotula, elle est considérée comme la plus belle femme de son temps. Tout le monde, alors bon, peut-être pas sur ce dessin, qui n'est sans doute pas directement, d'ailleurs, un portrait photographique, hein, mais elle est considérée comme la plus belle femme de son temps. Alors, toutes les femmes viennent la voir, parce qu'elle est un modèle. D'abord, elle sait les soigner, et puis elle sait leur parler, et puis elle irradie, cette femme. Elle irradie, si bien que les femmes viennent se voir, mais elle dit, mais à un moment, ma peau se flétrit un peu, Et elle commence à s'intéresser à des crèmes, à des onguents, pour essayer de conserver une bonne mine, pour qu'elle continue à plaire à leur mari. Et puis, elle s'aperçoit que quand il y avait un accouchement avec une déchirure du périnée, on laissait les choses en plan. Elle dit, il ne faut pas faire ça. Il faut réparer la déchirure, sinon on va avoir des fistules, on va avoir des problèmes. Et elle commence à montrer comment il fallait réparer un périnée quand il était disloqué par un accouchement. Elle fait des césariennes. Alors, soyons clairs, hein, la césarienne de l'époque, malheureusement, on sauve l'enfant, mais on ne sauve pas la femme. Hein, mais parce qu'on ne sait pas faire. Mais bon, elle fait des césariennes. Elle fait des opérations. Et Constantin l'Africain, qui au départ, lui, est un moine très intellectuel, il voit faire Trotula, il la trouve extraordinaire, et il dit, mais elle doit diriger cette école. Et finalement, Trotula devient Mulier sapientissima, c'est-à-dire la femme la plus savante, c'est-à-dire celle qui va prendre en charge la direction de la grande école de Salerne, qui n'est pas autre chose que la préfiguration de ce qui va devenir les universités quelques siècles plus tard. Autrement dit, c'est vraiment une femme qui a eu un rôle extraordinaire. Alors bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, elle a écrit des livres. Elle avait un très bon latin. Et d'ailleurs, ça étonnait beaucoup le Conseil africain qu'une femme sache écrire en latin d'une façon aussi brillante et sans faire de fautes, sans faire d'erreurs. Elle avait un latin Cicéron, quoi. Elle était capable, elle connaissait par cœur toutes ses déclinaisons. Donc vraiment une femme d'exception. Et elle publie non seulement des livres, comme je vous l'ai dit, sur la médecine, mais aussi comment se parer. C'est bien, on sait comment les femmes de cette époque, du haut Moyen-Âge, se maquillaient, grâce à Trotula, parce qu'elle décrit comment il faut faire, pour garder une jolie peau, pour garder une bonne mine, et ainsi de suite, les exercices qu'il faut faire. Elle est très pour les bains de siège, par exemple. Elle dit, ça va vous faire beaucoup de bien de faire des bains de siège et tout ça. Enfin, bon, c'est un peu amusant quand on lit ses livres. Mais il y a des gens qui ont dit, c'est pas possible. Et surtout, encore au XXe siècle, il y a des gens qui ont attaqué l'œuvre de Trotula en disant c'est pas possible. Une femme ne peut pas écrire des livres en un si bon latin au Xe siècle, c'est impossible. Donc, c'est une erreur. On a prêté ça à quelqu'un, c'est des hommes qui ont écrit. Et puis, une femme ne peut pas être chirurgien, sa main tremblerait pour faire les opérations. Donc, encore, ce sont des histoires. Et il y a eu pourtant des grands historiens américains qui ont sorti des choses contre Trotula. Heureusement, il y en a d'autres, comme par hasard des femmes, qui sont remontées au créneau en disant mais c'est pas vrai, Trotula, bien, parce qu'on a même mis en cause l'existence de Trotula. Et c'est pas vrai, Trotula a parfaitement existé, c'est elle qui a écrit ses livres, alors elle le démontre d'une façon très historique et très scientifique. Et Trotula, finalement, eh bien, s'avère être vraiment une des premières féministes de l'histoire,
car non seulement elle s'occupait des maladies des femmes, mais elle s'occupait de la place des femmes dans la société, en essayant de leur redonner une position, en leur disant, voilà, comment vous devez être pour vous présenter finalement dans la société, en prenant en charge toutes les facettes de la féminité. Donc ça, c'était pour Trotula. Alors, comme je voulais avant qu'on discute, je voulais terminer en faisant un autre saut. Alors, allons-y, passons à la suivante. Voilà, c'est une autre vision de Trotula. Pas très chouette là-dessus. Peut-être la plus belle femme du monde, mais bon, d'accord. Voilà. Alors maintenant, on va parler d'une femme qui me fait toujours de la peine quand on la décrit, quand je pense à elle. C'est Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, nous sommes là au XXe siècle, on est bien d'accord. XXe siècle, elle fait ses études, c'est une scientifique. Elle fait ses études pendant la guerre. Elle est anglaise. Elle est anglaise et elle fait ses études pendant la guerre, mais des études de physique extrêmement sophistiquées et très, très pointues. Elle va même, après la guerre, à Paris. Paris, à l'époque, sur le plan scientifique, est considéré comme une ville très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Marie Curie. Et que Marie Curie a laissé son empreinte, en quelque sorte, avec ses 2 prix Nobel, a laissé son empreinte sur la France. La France est un pays qui permet à une Marie Curie, polonaise d'origine, d'avoir 2 prix Nobel, un en physique, un en chimie. Donc c'est vraiment une ouverture, Paris. Donc elle va à Paris. Et là, à Paris, elle va apprendre des techniques. Elle va travailler à ce qui va devenir plus tard le CNRS. Elle va travailler, on va lui apprendre des techniques, en particulier, elle s'intéresse au graphite, au carbone. Et au carbone, elle veut connaître la structure cristalline du carbone, et pour ça, elle utilise des techniques de diffraction aux rayons X. Donc, c'est une technique assez difficile, parce qu'il faut faire des coupes, ensuite, il faut les exposer aux rayons X. Autant vous dire que, comme Marie Curie, elle en prend plein, j'allais dire plein des ovaires, et je ne le dis pas par hasard, elle prend plein de rayons, elle ne se rend pas compte, parce qu'à l'époque, on est beaucoup moins centré sur le problème des radiations qu'on le serait aujourd'hui. Et donc, cette pauvre Rosalind, elle apprend toutes ces techniques et elle revient. Et à Londres, on lui dit, écoutez, votre graphite, c'est très bien, c'est intéressant, mais nous, il y a un truc qui nous soucie en ce moment, parce que tout le monde travaille là-dessus, on voudrait savoir comment est fait l'ADN. L'ADN, Rosalind, oui, il y aurait une substance dans le noyau des cellules qui s'appellerait l'acide désoxyribonucléique, ou ADN, DNA, puisqu'on est en Angleterre, et on ne sait pas du tout comment elle est foutue. Certains disent que ce serait là où seraient inscrits tous les caractères génétiques. Bon, on ne peut pas y croire. De toute façon, là-dedans, il n'y a que du carbone, il y a des bases, vraiment, il y a du phosphore, vraiment, non, si jamais il y avait une substance qui vraiment contenait le matériel génétique, eh bien, obligatoirement, ce sera des protéines, quelque chose de sophistiqué, pas cette saloperie d'ADN, on ne voit vraiment pas comment il pourrait comporter quoi que ce soit. Mais enfin, on va bien savoir comment il se goupille sur le plan moléculaire. Et tout le monde, un certain nombre d'équipes travaillent là-dessus. Donc, il y a l'équipe dans laquelle travaille Rosalind Franklin à Londres, et il y a une autre équipe qui s'appelle Watson et Crick, un anglais et un américain, qui eux sont des intellos. Alors les intellos, ils disent voilà, ça pourrait se passer comme ça, on pourrait mettre un carbone ici, une base là, mais ils ne trouvent pas. Et puis il y a Rosalind qui prend des coupes et qui va dire voilà, je vais utiliser la structure que je sais repérer sur du carbone, je vais voir dans l'espace ce que peut donner une molécule d'ADN. Et elle va sortir, diapo suivant, un cliché, qu'on appelle le cliché 51. Alors, à vous, il ne parle peut-être pas beaucoup, à moi non plus, mais pour quelqu'un à qui ça parle, elle voit immédiatement que c'est dans 3 dimensions, que c'est une structure qui est une structure hélicoïdale, avec des bases et du carbone qui se font face, et donc elle donne la clé. Alors elle ne sait pas si c'est une hélice, une double hélice, ou un tire-bouchon. Mais Watson et Crick, ces 2 salauds, ils ont le cliché. Et là, avec leur petit jeu de mécano, clic-clic, on peut passer la suivante.
Ouais. Ben voilà, les deux là, Watson et Crick. Alors ils construisent, ils mettent des trucs, ils disent voilà, ça doit être comme ça. Et ils publient en même temps, en 1953, dans Nature, l'article de Rosalind et l'article de Watson et Crick. Est-ce qu'il était mieux écrit? Est-ce qu'ils étaient plus fun? Est-ce que, en tout cas, tout le monde va retenir l'article de Watson et Crick et Rosalind, alors qu'elle a permis à Watson et Crick de faire leur modèle, elle va être oubliée. Et là où c'est triste, c'est que, bien entendu, cette découverte est fondamentale. La structure de l'ADN est fondamentale. Vous pouvez me mettre, voilà. C'est un code incroyable qui va quand même de l'algue bleue jusqu'au gorille et jusqu'à l'homme. C'est le même code, il est d'une robustesse incroyable, il est d'une solidité formidable, alors que l'ARN, lui, n'est pas du tout, il n'est pas stable. L'ADN, c'est d'une stabilité formidable. Il retrace l'histoire de l'humanité, l'histoire de la nature depuis ses origines jusqu'à nous. Donc c'est vraiment la base de tout, l'ADN. Et l'avoir découvert a une importance considérable dans la biologie, bien entendu, mais pas que dans la biologie. Rosalind, malheureusement, va mourir. Elle va mourir d'un cancer de l'ovaire. Et beaucoup de gens pensent quand même que tous les rayons qu'elle a pris pour mettre au point sa découverte, eh bien, ont eu un rôle dans ce cancer de l'ovaire. En 1964, le prix Nobel est donné à Watson et Crick. Et ces deux salauds, parce que là, je suis... qu'ils aient le prix Nobel, c'était très bien, c'est normal, ils n'ont pas cité Rosalind Franklin. Donc c'est vraiment le prix Nobel volé de celle qui aurait dû apparaître, en tout cas comme une collaboratrice fondamentale. Et quand on regarde et qu'on relit un peu toutes les correspondances de l'époque, en fait, c'est un chercheur plein temps quand même, Rosalind, quand elle revient à Londres. Mais il la considère comme une laborantine, quoi. Il la considère comme pas vraiment un chercheur. Elle est là pour servir. Wilkins, qui est le chef d'équipe, elle est là pour le servir. Alors il s'engueule, parce qu'elle a un mauvais caractère en plus, Rosalind. Hein. Heureusement qu'elle a un mauvais caractère, parce qu'elle n'avait pas eu un mauvais caractère, on n'aurait jamais peut-être entendu parler. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Watson. Watson dit, oh là, on ne peut pas travailler avec cette bonne femme, elle avait un caractère épouvantable. Oui, mais en disant cela, il va attirer l'attention de l'ensemble des chercheurs sur le rôle exact qu'a joué Rosalind. Si bien que, 10 ans après son prix Nobel, il est obligé de faire un rectificatif dans ce qu'il a sorti sur elle, en disant que son rôle avait été absolument déterminant et que sans ses travaux, il n'aurait jamais pu découvrir la vraie structure de l'ADN. Voilà, c'est une histoire triste, mais j'aime pas cette pauvre Rosalind qui... Bon, peut-être qu'elle avait un mauvais caractère, mais heureusement qu'elle avait un mauvais caractère, je répète, parce que sinon, personne ne l'aurait écouté. Et là, quand même, on était obligé de l'écouter. Voilà, c'était 3 histoires au passage. J'aurais pu vous en raconter quand même beaucoup d'autres. Plus près de nous, il y a quand même l'histoire de Marc Gauthier. Marc Gauthier, je vais le faire rapidement, parce qu'après, je voudrais qu'on puisse poser quelques questions et échanger, surtout sur cette vaste question. Marc Gauthier, elle est vivante. Elle est nonagénaire aujourd'hui, mais elle est vivante. Et moi, je la connais depuis longtemps parce que elle est cardiologue congénitaliste. Et au début de sa carrière, il y a un grand patron sur Paris, hein, sur la pédiatrie. Ce grand patron, il s'appelle Robert Debré, et c'est lui qui fait les carrières de tout le monde. Et il dit à Marc Gauthier, vous allez partir, écoutez Marc, vous allez partir en Amérique, et vous allez voir, ils savent des choses sur les cardiopathies congénitales formidables. Vous allez Marc Gauthier est trop contente, il lui donne en plus une bourse Fulbright pour partir là-bas, elle part là-bas, et là-bas, on la met dans un labo, et on lui dit, vous allez faire de la culture de tissu. Elle dit, attendez, moi je suis culture de tissu, mais je ne suis pas là pour la culture de tissu, je suis là pour la... Vous allez faire de la culture de tissu. Bon, ben, je vais faire de la culture de tissu. Elle fait la culture de tissu à partir de fibroblastes, elle commence à faire des cultures de tissu jusqu'à être capable de voir les chromosomes et tout sur ces cultures de tissu. Elle revient à Paris au bout d'un peu plus d'1 an, et elle dit, ben alors mon poste de chef là, chez Noailles, on l'a toujours... Et, ah ben non, on l'a donné à quelqu'un d'autre. C'est classique, hein. Quand vous partez, et que vous venez, en général, vous appliquez le poste que vous attendez. Donc, elle dit, ah bah mince, alors vraiment, on va piquer mon poste. Et donc, il dit, bah écoutez, ça devrait, enseigneur, pas de problème, Marc, je vais vous trouver un endroit. Il y a un type formidable qui s'occupe de génétique, là, qui s'appelle Turpin,
et je vais vous envoyer dans son service. Son service, bah, écoutez, c'est pas compliqué, on va vous faire un poste de chef là-bas. C'est un service qui s'occupe surtout de génétique, des anomalies génétiques des enfants. On n'y comprend rien en ce moment, mais ça fait rien, justement, vous allez voir, ça va vous intéresser. Là-bas, et Turpin, qui s'intéresse à la maladie qu'on appelait à l'époque les Mongoliens. Les Mongoliens qui maintenant s'appellent la trisomie 21, mais je ne vous en parle pas parce que justement on ne sait pas encore que c'est une trisomie 21. Et donc il dit voilà, je suis persuadé qu'il y a un problème au niveau des chromosomes de ces enfants, mais il faudrait qu'on puisse faire des cultures de tissus. Qui sait faire des cultures de tissus? Personne ne sait faire des cultures de tissus. Autant dire tout de suite, à l'époque, à Paris, à l'hôpital Tenon, personne. Et Marc dit, si, moi je sais, parce que j'ai été au de Breuil, m'a envoyé aux États-Unis, on m'a appris à faire des cultures de tissus. Elle dit, ah bon, vous savez faire des cultures de tissus? Mais je vais vous donner un laboratoire. Alors attention, un laboratoire, c'est une pièce de merde, pas chauffée l'hiver, avec une paillasse, un microscope monoculaire qui se déglingue un petit peu, quelques boîtes de pétri, un bec benzène, c'est tout. Hein. C'est vraiment le laboratoire des années 50 à Paris, c'est-à-dire vraiment rien. Et puis il faut commencer à faire des cultures. Alors, entre ce qu'elle a connu aux États-Unis et ce qu'elle trouve, ce qu'elle a la possibilité de faire. Alors il n'y a qu'un truc qui est bien à Tenon, c'est qu'il y a de la chirurgie infantile et qu'on lui envoie des prélèvements. Donc elle peut mettre en culture des cellules d'enfants. Et elle met en culture des cellules d'enfants. Mais par exemple, elle vient d'un milieu de fermier, Marc. Et donc, à un moment, il faut du sérum de coq. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Parce que tourée du sérum de coq à Paris, elle prend sa voiture, elle va chez papa-maman, elle ramène un coq dans son laboratoire, et comme ça, elle a son sérum de coq. Elle appelle ça, formidable, parce que une drôlerie extraordinaire, c'était vraiment le grand bricolage. Et donc, elle fait le grand bricolage. Mais elle réussit à faire des cultures de cellules. Et de voir, en les coinçant par ce qu'on appelle le choc hypotonique, elle réussit en métaphase à avoir tous les chromosomes. Et un jour, on lui envoie un prélèvement venant d'un enfant dit mongolien. Et là, elle regarde les lames de chromosomes, éclatées par les chocs hypotoniques, et elle compte. Ouais. Il y en a un de plus. Et après 46, il y en a 47. Donc elle fait venir une copine qui est là, elle lui dit compte les chromosomes. Et donc, il y en a un de plus. Elle va découvrir que sur le chromosome 21, il y a un chromosome surnuméraire. C'est ce qu'on va appeler maintenant la trisomie 21. Seulement, elle a un pauvre microscope je vous l'ai dit, de merde, un beau truc qui ne marche pas bien du tout. Donc, elle va voir Turpin, elle lui dit, voilà ce que j'ai trouvé. Lui, il comprend tout de suite que c'est très très important. Et donc, il dit, il faut absolument qu'on fasse des photos et qu'on publie un article. Et il envoie celui qui travaille avec lui, qui voulait nommer, enfin, Marthe, elle est ancienne interne des hôpitaux, chef de clinique, elle est allée aux États-Unis, et alors que le monsieur qui va être chargé de faire ça, qui s'appelle Jérôme Lejeune, lui, il n'a strictement aucun titre. Il s'occupe de la consultation, en effet, des Mongoliens, mais il n'a aucun titre. Mais il a un appareil photo, un bon appareil photo. Donc, il envoie, et donc il pique les lames de Marthe, il fait les photos, et il publie à son nom. Si bien que la plupart des gens pensent encore aujourd'hui que la trisomie 21 est une découverte du professeur, parce qu'il est devenu professeur entre-temps, Jérôme Lejeune. Si on est honnête, alors qu'il ait participé, c'est évident, mais si on est honnête, c'est quand même celle qui a compté les chromosomes et qui a fait les cultures cellulaires qui devrait quand même être honorée. Or, alors elle essaye de se défendre un petit peu, mais c'est une fille dans ce monde de mecs, et donc elle n'arrive pas à s'imposer. Pourtant, elle a du charisme, hein, Marthe Gauthier. Moi, je l'ai rencontrée à une époque où elle faisait à nouveau de la cardiologie congénitale, c'est une femme qui a du charisme. Eh bien, elle n'arrive pas à s'imposer vis-à-vis de ce monde d'hommes, il faut bien le reconnaître. Et là encore, je trouve que c'est une injustice qu'on n'ait pas rendue à Marthe Gauthier, qu'on ne rende pas, puisqu'elle est toujours vivante, heureusement, qu'on ne lui rende pas justice sur le fait que c'est elle qui a vraiment fait la découverte de la trisomie 21. Voilà ce que je voulais vous dire sur les femmes dans l'histoire. Donc entre Agnodis et Marthe Gauthier, vous voyez, c'est un monde. Je pourrais vous raconter encore beaucoup d'autres histoires, mais enfin, je préférais répondre maintenant à vos questions si vous en avez à poser.
Et encore une diapo derrière? Je crois pas. Vous étiez au courant de cette histoire? Jérôme Lejeune et Marcoussis. Jérôme Lejeune, il y a eu quelque part il y a eu des positions politiques ensuite, puisque c'est lui qui a créé et laissé des livres, et il a été soutenu par l'Église catholique, et comme vous savez, il y a un procès en canonisation qui est fait envers lui. Donc tout ça, bien sûr, a une certaine importance dans l'histoire. Et ça me rappelle l'époque où, lorsqu'on a créé les postes de PH, donc la fonction de PH, c'est quelque chose qu'on avait créé pour un certain nombre de femmes médecins, en général célibataires, dont on n'envisageait pas un mariage possible, donc il n'avait pas beaucoup de besoins matériels, mais il fallait quand même qu'on leur assure un minimum vital et une retraite. Et on a créé pour ça les premiers postes de PH. C'était les mono-appartenants. Mono-appartenants, ils ne mettraient pas de nom derrière. Absolument. Oui, tu as tout à fait raison, c'est tout à fait vrai. D'autres questions sur... Merci, c'était riche. C'est vrai qu'il faudrait que vous nous fassiez un livre. Maintenant, vous avez fait une super BD sur l'histoire de la médecine qu'on a tous lu. Il va falloir faire l'histoire des femmes en médecine et en recherche. Oui, ben c'est ce que je suis en train d'écrire. Bah oui. C'est bien sûr, c'est ce que je suis en train d'écrire. Et je découvre des choses formidables. Des choses formidables. Parce qu'il faut chercher quand même. Hein. Bon, il y a des gens quand même qui sont très connus. Hein. Ils nous disent, elle est sur le mur de la faculté. Donc, si on ne le sait pas, c'est parce qu'on n'est pas curieux quand même. Parce que voir une fille nue sur le mur de la faculté, on se demandait pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait là. C'est ce que je m'étais dit quand j'attendais à l'école de théologie en première année. Donc, c'est vrai. Mais il y a d'autres cas qui sont formidables. Vous savez par exemple que les chromosomes X et Y ont été découverts par une femme dont personne ne parle, pour ainsi dire. Hein, qui s'appelle Betty Stevens, qui a été vraiment la femme qui a découvert les chromosomes X et Y, alors à une époque où les gens ne croyaient pas ce qu'elle disait, parce que bien entendu, se mêle au fait d'être une femme, se mêle aussi le fait de dire « Oh, qu'est-ce qu'elle raconte, elle ne sait pas ce qu'elle dit » et tout ça. Alors, en fait, c'est une vieille histoire. Mais est-ce que c'est complètement terminé? Non. Non, mais je le dis vraiment très sincèrement. Mais merci d'avoir soutenu des dossiers quand ils allaient se présenter pour être nommés. Absolument. Je ne le regrette pas. J'en suis très content. Je revendique ce merci. Voilà. J'ai soutenu un certain nombre de candidatures, en effet, pour... non, je crois que... c'est vrai que... Oui. Oui, bonjour, merci monsieur pour votre conférence intéressante. Quelle est la place des femmes dans la recherche aujourd'hui? Oh, elle a toujours été très importante. Alors, je n'ai pas de chiffres à vous donner, malheureusement, hein, mais elle est encore très très importante, hein, véritablement. Le fond du problème que je souligne avec Rosalind, finalement, qu'elle, c'est une chercheure, vraiment, c'est une associée, c'est pas une collaboratrice. Comme on parle dans les cabinets d'avocats, c'est quelqu'un qui peut très bien mener sa propre recherche. Et les hommes, surtout quand elle a un patron au-dessus d'elle, a toujours tendance à la considérer comme une collaboratrice ou une technicienne. Donc tout ce qu'elle va dire, sous-entendu, elle le fait, et puis c'est moi qui me l'approprie. Et j'ai peur que ce genre de situation n'existe encore. Mais le nombre exact, je ne peux pas vous dire, mais je suis certain qu'il est très élevé. Il est très élevé. Avec, vous savez, les femmes ont quand même un certain nombre de qualités. Je déteste dire ça. Il y a des qualités féminines et des qualités masculines. Ça existe quand même. C'est-à-dire que les femmes ont souvent le sens de la méthodologie et du sérieux dans la menée d'un travail. Et la recherche, c'est ça quand même. C'est tout noter,
avoir la capacité de ne pas passer sur les détails, la capacité de revenir en permanence sur un certain nombre de sujets. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des hommes qui l'ont aussi, hein, heureusement. Et je cite souvent l'exemple de Jean-François Borel, qui découvre la cyclosporine simplement parce qu'il y a l'esprit de méthode. Eh bien, là, en l'occurrence, il y a beaucoup de femmes qui ont cet esprit de méthode et qui, pour la recherche, est une qualité absolument indispensable. Il y a des qualités qui sont indispensables dans des métiers. Par exemple, pour être médecin, il faut être intelligent pour être médecin. Ça se saurait. Hein. Non, il faut être intelligent, il faut être observateur. C'est pareil. Pourquoi Jenner découvre-t-il le vaccin, la vaccination? Il est médecin généraliste, il fait ses visites avec sa petite charrette là, en Angleterre, et il regarde, qu'est-ce qu'il regarde? Le coucou. Il dit, ah, le coucou c'est un oiseau, c'est marrant, il va dans le nid des autres et puis il va pondre ses œufs, puis il va prendre leur place. Puis il regarde les oiseaux qui partent, pour les oiseaux migrateurs. Vous croyez que les oiseaux migrateurs ils se cachaient dans une caverne l'hiver pour hiberner, quoi. Non, on dit non, ils partent, ils s'en vont, puis ils reviennent, ils regardent. Et qu'est-ce qu'ils s'aperçoivent? Eh bien, il y a une épidémie de variole épouvantable en Angleterre, dans le pays où il est, et qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, mais toutes les femmes ont des traces parce qu'elles ont fait la variole, celles qui ne sont pas mortes, elles ont des visages grêlés et tout ça. Il y en a que certaines qui n'ont pas le visage grêlé, c'est celles qui s'occupent des vaches. C'est les vachères. Mais alors pourquoi les vachères, elles n'ont pas de truc sur le visage? Mais c'est marrant, mais elles en ont en revanche sur les mains et sur les avant-bras, parce qu'elles traient les vaches. Et les vaches, elles ont aussi des macules sur leur pie. Et si c'était cette maladie de la vache qui faisait qu'elles ne font jamais la maladie au niveau du visage, elles ne font jamais la variole? C'est une question toute simple. Parce qu'il est observateur. Tout ça. Alors lui, il ne sait pas ce que c'est qu'un virus, il ne sait pas ce que c'est que l'immunologie, il ne sait rien du tout. On est à la fin du XVIIIe siècle, il ne sait rien du tout. Et là, il dit, et si j'inoculais le pu de la brave Sarah, c'est une vachère qu'il connaissait bien, Sarah Dance, et il a fait venir à son cabinet, et puis il soulève les croûtes qu'il y a sur les pustules, il prend le pu et il va le mettre dans le bras du petit James Phipp, hein, qui a 8 ans, et qui est le fils de la dame qui s'occupe du jardin dans The Chantry, qui est l'endroit où il vit avec sa femme. Et il lui fait comme ça, et il dit, ben, voilà, je suis sûr qu'en ayant fait ça, ben, je vais l'empêcher de pouvoir attraper la variole. Alors le gosse, il fait un truc un peu rouge, un peu dur dans les jours qui viennent. Jenner regarde ça, il dit très bien, ben, James, je te prends avec moi. Alors, bon, c'est pas au XVIIIe siècle, hein. Ce ne serait pas possible aujourd'hui. Il le prend avec lui et il l'emmène chez tous les varioleux. Il l'emmène chez tous les varioleux, et puis il dit voilà, il fait plus la variole, regardez, ça marche mon truc. C'est une démonstration de l'époque, hein. Mais voilà, ça marche, regardez, ça marche. Ah oui, quand même. Alors bien sûr, comme d'habitude, personne ne le croit. Tout le monde dit, mais écoute, il m'en fout ce type-là, la vaccine, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je vous signale au passage que le mot vaccin vient de vaca, la vache quand même, hein. Ça vient de cet épisode. Donc, personne n'y croit. Il n'y a qu'un mec qui croit. Il n'y a qu'un mec en Europe qui croit à ce qu'a découvert, c'est Napoléon. Pourquoi? Parce que Napoléon, il est en train de préparer 500 000 hommes au camp de Boulogne pour envahir l'Angleterre. Il s'est aperçu que ces soldats, ils voulaient bien, à la baïonnette, enfoncer de l'anglais, mais ils ne voulaient pas attraper des microbes et faire la variole. Donc il dit très bien, on va vacciner la grande armée. Il est très bien conseillé par un monsieur dont vous connaissez le nom, qui s'appelle Guillotin. Guillotin avait compris tout de suite l'intérêt de la vaccine. Il avait compris aussi l'intérêt d'une machine pour couper la tête, mais qui était dans son esprit, parce qu'il était en fait abolitionniste, en fait, Guillotin. Mais parce que vous savez qu'à l'époque de la Révolution française, Guillotin fait un acte d'humanité en créant la guillotine. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, selon votre rang social, si vous aviez copié de la peine de mort, ce n'était pas le même châtiment en fonction de votre rang social. Si vous étiez un pauvre, c'était à la hache. Si vous étiez un noble, c'était à l'épée. Remarquez, la différence finalement n'est pas énorme. Moi, si jamais vous avez fait un crime contre le clergé ou contre la religion, vous étiez brûlé vif. C'est moins marrant quand même.
Et puis, si jamais vous aviez fait un crime de régicide, vous étiez écartelé. Pas drôle non plus, ça. Donc il a dit non, fini. Il dit, allez, tout le monde, schlac, on leur coupe la tête. Donc c'était pour lui un acte de justice par rapport à un châtiment qui était imposé par la Révolution. Donc, oui. Alors, donc, mais Guillotin, il avait aussi compris très bien quelle était l'importance de la vaccination. Et c'est lui qui avait conseillé Bonaparte, enfin Napoléon, puisque en 1805, eh bien, pour vacciner la Grande Armée. Et hop, il y a la Grande Armée, tous les volontaires, hein, ils ne montent pas à tous ceux qui sont volontaires, je les vaccine. C'est ce qui s'est passé. Voilà. D'autres questions éventuellement? Il y a découverte par les femmes et les découvertes pour l'amour des femmes. Ah oui. Notamment les gants. Ah oui, c'est vrai. Bonne question, mon cher Emmanuel. Oui, Emmanuel fait allusion à l'histoire des gants de chirurgiens. Les gants de chirurgiens, vous savez, ils n'existaient pas. Et les chirurgiens et leurs penseuses trempaient leurs mains dans l'acide phénique, selon les techniques de Lister. Lister, qui lui-même avait compris ça de la part de Pasteur, en France. Et on trempait les mains. Et le grand Alstedt, le grand chirurgien américain, eh bien, avait une certaine Caroline qui l'instrumentait tous les jours en salle d'opération. Et il était amoureux fou de Caroline. Mais le grand chirurgien, pourtant assez dur, il n'osait pas lui avouer sa flamme. Et simplement, il était très heureux de l'avoir près de lui pendant toute la journée. Quand elle opérait, il demandait un instrument. Alors il disait, allez, pince de Alstedt. Donc, elle lui donnait les instruments, elle les trempait dans l'acide phénique, et elle se trempait les mains dans l'acide phénique. Tout le monde se trempait les mains dans l'acide phénique, donc c'était très bien. Sauf que, un jour, Caroline vient le voir en disant, monsieur, je ne peux pas rester avec vous en salle d'opération, parce que regardez mes mains. Et elle lui montre ses belles mains qui étaient blanches au départ, crevassées, rouges, suintantes, qu'à force de tremper dans l'acide phénique, elle faisait une dermite de contact, et donc elle ne pouvait plus travailler en salle d'opération. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et là, on voit que Cachetet est un grand bonhomme, c'est un grand bonhomme, hein, c'est sûr et certain, mais c'est un grand bonhomme, parce qu'il réagit immédiatement. Il réagit immédiatement. Il dit, j'ai entendu parler d'un certain mec qui s'appelle Dunlop, et qui met une espèce de substance autour des pneus des charrettes, enfin autour des roues des charrettes, pardon, pour empêcher qu'elles fassent du bruit sur le pavé. Et cette substance, il paraît qu'on peut la traiter. Et il va donc voir les fabricants de pneus, et il leur dit, est-ce que vous ne pourriez pas, pour ma ponceuse, faire une sorte de moule de sa main pour qu'elle puisse continuer à travailler avec moi sans être en contact avec l'acide phénique? Les fabricants de pneus disent, oui, pourquoi pas. Et donc ils lui font des gants, les premiers gants en caoutchouc, quoi, tout simplement, et en latex. Et donc il revient avec ses gants et il donne à Caroline et il dit, voilà, Caroline, vous pouvez rester avec moi en salle d'opération. Il n'a pas l'idée un instant qu'il aurait pu lui-même l'utiliser pour lui ou pour ses aides. Il faudra 6 ans avant qu'ils n'aient l'idée eux-mêmes de l'utiliser pour eux, en se disant non seulement ça va protéger nous, mais ça peut protéger aussi le malade contre éventuellement une infection. Mais au départ, les gants de chirurgien, merci Emmanuel, ont été inventés par le professeur Alstedt pour l'amour de Caroline. Bravo. J'aimerais que vous nous parliez des couples de chercheurs. Donc il y a eu Pierre et Marie Curie, et puis il y a un autre couple que vous connaissez trop bien, qui est M. Carpentier et Sophie Carpentier. Oui. J'aimerais que vous nous rappeliez comment Sophie Carpentier a joué un rôle fondamental dans la découverte et dans l'essor des bioprothèses, en particulier le rôle de la glutarinine. Ouais. Ah, c'est des gens que je connais très bien, évidemment, avec qui j'ai encore déjeuné il n'y a pas si longtemps que ça. Madame Carpentier était biologiste, est toujours biologiste, maintenant elle est retraitée, et elle travaillait dans un laboratoire de génétique de quelqu'un dont on a parlé il y a un instant, qui s'appelait Jérôme Lejeune. Et Alain Carpentier était chirurgien et travaillait dans un service extrêmement en pointe à l'époque, qui était le service du professeur Charles Dubost. Et ce qui s'était passé, c'est que Alain Carpentier sortait du service de M. Judet. M. Judet, c'était un orthopédiste.
Et il avait chargé Alain Carpentier de conserver des nerfs pour faire des greffes de nerfs quand il y avait une attrition, il fallait une greffe de nerfs. Et il avait eu l'idée, Carpentier, pour les garder, de les tremper dans les sels de mercure. Et donc, il change de spécialité, il abandonne l'orthopédie, pour des raisons pour lesquelles je ne m'étendrai pas trop, mais il va en chirurgie cardiaque. Et là, en chirurgie cardiaque, il s'aperçoit que il faut remplacer les valves du cœur. Que Albert Sarr vient d'inventer une valve avec une bille, mais qui nécessitait un traitement anticoagulant. Mais que les Néo-Zélandais avaient inventé une autre façon de faire, c'est de prendre des valves de gens qui venaient de mourir, pour des homogreffes donc, de valves, et puis de les mettre chez l'homme. Et il dit, bah, je vais faire pareil. Carpentier, surtout qu'à l'époque, je peux vous dire, moi je l'ai connu très jeune, il est pétant, hein. Il dit, bah, je vais faire pareil. Hein, ce n'est pas possible en France. Parce qu'il fallait attendre un délai très important après la mort du sujet pour pouvoir prélever leur cœur et leur valve. Ouais, ça ne pouvait pas aller parce que c'était trop long, il y avait un risque infectieux très important. Carpentier dit, qu'est-ce que ça tienne? Il y a des cochons, je vais prendre des cochons. Et donc, il prend des cochons pour aller mettre en place les valves. Et dans quoi il conserve les valves? Dans les sels de mercure, puisqu'il avait l'expérience avec ce qu'il avait fait chez Judet sur les nerfs. Donc, il commence. Et puis alors, c'est un succès, au départ ça marche, mais rapidement on voit que ça ne marche pas très très bien. Il faut trouver une autre solution pour conserver ces valves, parce que c'est quand même des valves qui viennent d'une autre espèce animale. Il y a donc, même si ce n'est pas vascularisé, il y a donc quand même des sites antigéniques potentiels, et donc il va falloir les supprimer. Il va falloir en plus tanner un petit peu pour qu'ils deviennent plus solides le tissu. Et donc c'est là où intervient Sophie Carpentier, qui lui dit, mais d'abord, tu ne connais rien, tu devrais un petit peu te renseigner. Et Alain Carpentier va à la faculté passer un diplôme d'université de biochimie et de chimie pour s'occuper de biologie sur les biomatériaux. Et donc, ils s'aperçoivent que c'est dans la famille des aldéhydes qu'il va falloir trouver quelque chose. Ils essayent d'abord le formaldéhyde, le plus simple, le formaldéhyde. Ils essayent, et puis le glutaraldéhyde. Le glutaraldéhyde, c'est un aldéhyde, je crois, à 4 carbones. Le formaldéhyde, c'est à 2 carbones, je crois me souvenir. Et donc, et puis ils font des essais. Et là, Sophie est très importante parce qu'elle va utiliser, elle trouver une technique pour le faire, pour voir comment ça se comporte. Elle prend des rats et elle fait une incision, elle met le fragment sous la peau du rat, et au bout de quelques temps, quelques semaines, on regarde ce qui s'est passé, si ça a été parfaitement bien accepté sous la peau du rat, ou bien si ça a été complètement recroquevillé, si ça n'a pas été accepté. Et là, c'est là qu'ils s'aperçoivent que le glutaraldéhyde est le meilleur moyen pour conserver des fragments de valves. Et c'est là qu'il lance ce qu'il va appeler la bioprothèse. La bioprothèse, qu'est-ce que c'est? C'est une valve qui vient d'animal. Alors au départ c'était des cochons, après c'était du péricarde de veau. On les monte de façon industrielle sur un statif qui est fait de matériaux métalliques, mais en même temps de dacron pour que ce soit cousu facilement. Et ces valves, eh bien, elles sont traitées de façon à être acceptées pendant le plus longtemps possible. Et donc, grâce à tout cela, ben, comme vous le savez certainement, en tout cas ceux qui font de la cardiologie, c'est actuellement la valve de Carpentier, le type de valve de Carpentier sont les valves qui sont les plus implantées dans le monde actuellement. Vous voyez, ça a été un succès industriel absolument incroyable. J'ai répondu à ta question, Alain? Merci. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie encore une fois.